L'or dégringole. Après la suppression du double marché, l'or a baissé aujourd'hui sur toutes les places financières d'Europe. À Paris, il a perdu 5%. Grève générale de tous les commerçants demain en France. Le gouvernement justifie les mesures de taxation. Vendredi, le ministre de l'Agriculture recevra les producteurs, les grossistes et les détaillants. Énergie, 2 recommandations du gouvernement après le Conseil des ministres. Les Français devraient modérer l'utilisation du fioul domestique et ne pas rouler à plus de 100 km à l'heure. Proche-Orient, la tension a diminué au kilomètre 101. Échange de prisonniers demain entre l'Égypte et Israël. Israël détiendrait 8546 prisonniers arabes. Sommet arabe à Alger le 26 novembre. Enfin, yes, c'est le oui anglais prononcé ce matin par Anne d'Angleterre et son mari Marc. Une cérémonie que vous avez pu voir en direct sur notre antenne. Un résumé filmé tout à l'heure à partir de 20h35, après le feuilleton qui suivra lui-même cette édition de 24 heures sur la une. Un couple heureux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Comme on pouvait s'y attendre, le Conseil des ministres qui s'est réuni ce matin sous la présidence de M. Pompidou à l'Élysée s'est intéressé principalement à 2 problèmes qui préoccupent le plus en ce moment l'ensemble des Français, à savoir le problème des prix et des troubles qu'il entraîne, et puis le problème de l'approvisionnement en pétrole. Cette dernière question étant liée bien évidemment au conflit du Proche-Orient, qui a été, pour ce qui concerne la politique étrangère, le dossier numéro 1 sur la table du Conseil devant chaque ministre. En ce qui concerne l'énergie, M. Jean-Philippe Lecas, le ministre de l'Information, a précisé à l'issue du Conseil des ministres que les stocks pétroliers de la France étaient suffisants pour le moment, mais il a reconnu qu'il y avait des difficultés concernant la distribution du fioul domestique. Et puis, le ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, a rendu compte de ce qui s'est dit au Conseil à propos des prix et a tenu à justifier les mesures de taxation décidées par le gouvernement, et cela 24 heures avant la grève générale des commerçants. Les ménagères françaises auront peut-être beaucoup de mal à faire leurs courses demain. L'opération que les petites et moyennes entreprises ont baptisée « Ville morte » concerne en effet les boucheries, les charcuteries, les boulangeries, les crèmeries et les épiceries. Mais d'autres secteurs d'activité seront également touchés. Les cafés, les restaurants et les stations de service. Enfin, les coiffeurs et les agents immobiliers et certains transporteurs routiers qui ont décidé de s'associer au mouvement. En revanche, ne participeront pas à la grève les marchands de journaux, les grandes surfaces et les pharmacies. Les pharmaciens, tout en se déclarant solidaires des commerçants, estiment ne pas pouvoir fermer pour des raisons de santé publique. Enfin, quelques boutiques de détail resteront ouvertes. Le syndicat CGT, qui regroupe un certain nombre de gérants de grands ou de petits commerces, ce syndicat a demandé à ses militants de ne pas faire grève. De son côté, Yves Lancien, secrétaire général des comités de défense de la République, a demandé à ses militants de protéger les commerçants non grévistes. Demain, 2 rassemblements de commerçants à Paris en début d'après-midi. L'un devant l'Opéra, à l'appel du CID Unati, l'autre à Rungis, à l'appel de la Chambre syndicale des détaillants en fruits et légumes. Il s'agira de décider de la poursuite ou non de la grève. Première riposte, les grossistes parisiens. Ils organiseront une vente directe, vendredi, dans plusieurs points de la capitale. Deuxième riposte, les organisations de consommateurs. Elles ont lancé pour la semaine prochaine une campagne de boycottage des boutiques qui seront fermées demain. Vendredi, Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture, réunira la Commission nationale interprofessionnelle de fruits et légumes. Cette commission regroupe les producteurs, les grossistes et les détaillants. Par ailleurs, une coïncidence a voulu que Jean Royer présente cet après-midi au Sénat sa loi d'orientation du commerce et de l'artisanat. Le vote aura lieu demain. Et au Conseil des ministres, il a été bien entendu question des commerçants. Tout le monde est d'accord pour qu'on lutte contre la vie chère. Le problème commence au moment où on prend des mesures précises. Parce qu'évidemment, ces mesures ont l'air de frapper plus particulièrement une catégorie de Français. Alors c'est ce qui fait qu'elles sont critiquées par cette catégorie, puis les autres, par solidarité, ont un peu tendance à emboîter le pas.
en fait, les mesures de taxation prises par le gouvernement ne sont pas du tout dirigées contre une catégorie de Français, à savoir les commerçants. Le gouvernement n'en veut pas aux commerçants. La bonne preuve, c'est que M. Royer est en ce moment, devant le Sénat, en train de défendre un projet de loi très favorable au commerce et à l'artisanat. Simplement, le gouvernement a constaté qu'un certain nombre de produits alimentaires baissent à la production, c'est-à-dire qu'ils sont achetés de moins en moins cher aux producteurs, qui d'ailleurs s'en plaignent. Dans le même temps, ces mêmes produits alimentaires sont vendus de plus en plus cher aux consommateurs. Ce n'est pas normal, d'où la mesure de taxation. Je crois que, en plus, vous savez, ce n'est pas la première fois que des mesures de ce genre interviennent. Ça n'exclut pas la concertation, là où elle est possible, là où elle est nécessaire, mais sur ce plan de la taxation, le gouvernement est très ferme. A-t-on parlé ce matin du problème des intermédiaires? Et si c'est le cas, le gouvernement envisage-t-il une réforme de l'organisation commerciale en France? Écoutez, on ne va sûrement pas se lancer dans la bureaucratisation de la distribution. Il y a un commerce en France qui est exercé d'une manière libérale, qui doit l'être dans l'intérêt des producteurs, des consommateurs et des commerçants. Ce système doit bien marcher. Quand il marche mal, qu'il y a un dérapage, la taxation intervient pour ramener les choses dans la normale, mais on ne va pas se lancer dans une réforme de la distribution. Est-il question d'une prochaine rencontre entre les associations de commerçants et le gouvernement? On ne peut pas se rencontrer quand il y a affrontement et qu'il y a grève. Enfin, une fois que ça sera fini, bien sûr. Au cours de son récent voyage en Bourgogne, le Premier ministre a laissé entendre qu'il ne s'agissait là que d'une première mesure. En a-t-on parlé ce matin en Conseil? A-t-on parlé de l'avenir, des autres mesures et de leur date d'application? Écoutez, appliquons déjà cette affaire de la taxation des produits alimentaires. Continuons à mener la politique raisonnable que nous menons en matière budgétaire, nous sommes les plus raisonnables de tous les Européens, en matière monétaire, en matière de politique du crédit, puis on verra. La quantité de pétrole achetée aux pays arabes, soit les 4/5 de la consommation française, n'est toujours pas touchée par la crise de l'énergie. Mais les produits raffinés achetés sur les marchés européens commencent à manquer. Cette situation est aggravée par la constitution de stocks de sécurité et par l'extrême complexité du réseau de distribution. Résultat, dans un certain nombre de régions, l'approvisionnement en mazout est difficilement assuré. Le ministre du Développement industriel a donc pris des mesures tendant à assurer aux détaillants libres un approvisionnement normal. Le ministre a également précisé son appel à la modération de la consommation d'énergie. Pour le fioul domestique, une diminution de 1% de la température et une limitation de la durée du chauffage entraînerait une économie de 1 million de tonnes de carburant. Pour l'essence, Jean Charbonnel a recommandé aux automobilistes de limiter leur vitesse à 100 km/h sur les routes et sur les autoroutes. Mais c'est surtout sur le problème du fioul domestique, la nécessité de modérer sa consommation, que Jean Charbonnel a particulièrement insisté. D'une part, il y a une question d'approvisionnement global pour notre pays. Et à ce sujet, je viens de rappeler ce que j'ai dit d'ailleurs au nom du gouvernement depuis le début de cette crise, c'est que nous n'avions pas de difficultés dans l'immédiat et dans le court terme. Alors évidemment, certains se sont demandé pourquoi, avec cette situation globalement satisfaisante, nous pouvions ressentir, ils pouvaient ressentir, ça et là, des difficultés pour s'approvisionner. C'est ici que se situe le problème que vous venez de rappeler, qui est le problème de la distribution. Alors autant nous avons été, à juste titre, optimistes sur le premier point, autant nous avons le devoir de dire et de rappeler qu'il y a eu en effet et qu'il y a encore quelques difficultés sur le plan de la distribution. Pour toute une série de raisons qu'il serait difficile de rappeler dans le détail, mais il est évident que des distributeurs, et en particulier des distributeurs libres, ont eu du mal à s'approvisionner eux-mêmes et par conséquent à approvisionner leurs clients. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, qui dans un premier temps avait obtenu un dépannage, a mis en place, est en train de mettre en place, en concertation avec toutes les professions intéressées, une sorte de règle du jeu qui permettrait de régler dans des conditions satisfaisantes les différents cas qui se posent aujourd'hui. J'ai même précisé, car il faut toujours être prudent en cette matière, que si malgré la bonne volonté manifestée par l'ensemble des professions à ce propos, subsistait encore, ça et là, des problèmes,
nous installerions des commissions sur le plan des départements, des commissions tripartites, administration, représentants des pétroliers, détaillants, qui devraient régler les dernières difficultés qui pourraient subsister. Le pétrole et les autres sources d'énergie étaient aussi à l'ordre du jour hier soir au Parlement européen à Strasbourg. Dans la journée, le chancelier Brandt avait déclaré « Les derniers événements nous ont fait saisir brutalement notre dépendance vis-à-vis des sources de pétrole. » Pour les parlementaires des 9, cette dépendance est de l'ordre de 60% de l'ensemble de l'énergie. Il faut donc rechercher rapidement des énergies de substitution, notamment créer une capacité européenne d'enrichissement de l'uranium. Ce sont les recommandations que fera le Parlement aux instances européennes. Cette assemblée de 198 membres désignés par chacun des parlements européens est en effet essentiellement consultative. Son président actuel, M. Berkouwer, un Hollandais, nous rappelle le rôle du Parlement européen. C'est de donner ses avis sur les propositions du Conseil et de la Commission et de contrôler les politiques, la politique dans tous les secteurs de la Commission à Bruxelles. Au Parlement européen, il n'y a pas de délégation française, allemande, anglaise, italienne, mais des groupes politiques. Il y en a 6 depuis que le mois dernier, les communistes ont pu en former un grâce à l'arrivée de 3 députés communistes français. Régulièrement, le Conseil des ministres et la Commission européenne répondent aux questions des élus des 9 États. Ces débats sont d'ailleurs parfois animés. C'est une question supplémentaire que je pose, Monsieur le Président, mais je suis bien obligé de l'expliquer. Sinon... Une réponse est toujours apportée aux questions des parlementaires, oralement ou par écrit. Mais ils souhaiteraient que les pouvoirs de leur Assemblée soient accrus. Maintenant, la grande bataille, c'est que le Parlement obtienne un plus grand mot dans la fixation du budget et que le rôle du Parlement dans la législation de la communautaire sera agrandi. Monsieur le Président, quelle est l'influence que peut avoir le Parlement européen sur les projets élaborés par la Commission européenne? Le Parlement peut avoir une influence très grande parce que par un certain nombre de mécanismes, il est associé très largement au travail que nous faisons. D'abord par la présentation annuelle d'un programme de la Commission qui est discuté au sein du Parlement. Ensuite, parce que nous avons sur les grands dossiers des débats au cours desquels nous entendons un avis du Parlement, souvent avant même que nous ayons fait nos propositions. Ensuite, parce qu'au fur et à mesure que nous élaborons ces propositions, un contact est maintenu, notamment avec les commissions. On parle beaucoup des pouvoirs du Parlement, on dit qu'ils ne sont pas suffisants, qu'en pensez-vous? Je dois vous dire que depuis 10 mois maintenant, j'ai observé une part croissante du Parlement dans la vie communautaire et personnellement je m'en félicite. Et d'autre part, nous avons fait des propositions pour que le Parlement puisse jouer un rôle beaucoup plus important dans la vie de la communauté. Et sans attendre que ces propositions soient adoptées, nous jouons le jeu. Alors que la princesse Anne avec son époux s'apprête à s'envoler pour les Caraïbes, les Anglais se préparent, eux, à un hiver rigoureux. Après une journée de liesse, de rêve et de soleil, les ennuis et les tracas reviennent au galop. Londres est d'ailleurs bien sombre ce soir, les néons qui d'habitude illuminent le cœur de la ville sont éteints. L'heure est aux économies, l'état d'urgence a été décrété la nuit dernière. En effet, le gouvernement de M. Heath doit affronter simultanément 3 crises. Une crise énergétique, une crise sociale et une crise monétaire. Monétaire d'abord. Un déficit de la balance des paiements de 3 milliards de francs au mois d'octobre. Première parade, l'augmentation du taux d'escompte qui atteint son plus haut niveau, 13%. Crise sociale. Les syndicats acceptent mal le plan anti-inflationniste du Premier ministre, limitant les hausses des salaires. Les mineurs et les électriciens font la grève des heures supplémentaires, d'où une production sérieusement perturbée. Crise énergétique, moins de charbon, moins d'électricité et les difficultés que connaissent tous les pays occidentaux pour s'approvisionner en pétrole. D'ores et déjà, les bureaux de poste ont reçu des coupons de rationnement, lequel pourrait être effectif dans 3 semaines. Les nuages s'accumulant, le gouvernement a tiré la sonnette d'alarme. L'état d'urgence a donc été décidé, et ce pour la 5e fois en 3 ans. C'est une mesure préventive, indique le cabinet, qui dispose maintenant et pendant 1 mois de tous les pouvoirs. Réquisitionner les ouvriers ou utiliser l'armée dans les mines, par exemple. Il est toutefois peu vraisemblable que l'on en arrive à une telle épreuve de force.
matin, à la Bourse de Paris, sur le marché de l'or, les cours ont baissé très sensiblement. Le lingot a perdu 760 francs, le Napoléon a perdu 4 francs. Et sur tous les marchés, à Londres, à Zurich, à Francfort, l'or a baissé. Pourquoi? Parce que les Américains et les Européens, signataires de l'accord de mars 68, ont annoncé la fin du double marché de l'or. Souvenez-vous, en mars 68, le dollar allait fort bien, le franc allait mal, et puis un fameux soir, il avait fallu réunir en catastrophe tous les dirigeants monétaires, réveiller la reine d'Angleterre, fermer les marchés, et puis annoncer qu'il y aurait un double marché, l'un officiel sur lequel les banques centrales échangeraient du métal au cours de 35 $ l'once, l'autre libre, où les spéculateurs pourraient faire des transactions absolument librement. Eh bien, aujourd'hui, on supprime le marché officiel, c'est-à-dire qu'on fait un pas de plus vers la démonétisation de l'or. Le lien entre le dollar et l'or est tout à fait théorique maintenant. On a baissé parce que la plupart des gens ont peur que désormais les banques centrales vendent de l'or sur le marché et fassent donc baisser les cours. Mais il faut bien voir que cette baisse ne devrait pas durer très longtemps, car d'autres banques centrales, elles, peuvent être tentées d'acheter. En effet, l'inflation se développe très vite partout dans le monde, et il n'est pas certain que tous les gens qui possèdent de l'or aient envie de le vendre. D'autre part, si l'or devient une matière première comme les autres, eh bien, on peut remarquer que depuis 1914, par exemple, l'or a moins monté que le fer ou le cuivre, et que finalement, les cours ne devraient pas bouger tellement. L'échange des prisonniers de guerre commencera donc demain matin. Et simultanément, du ravitaillement parviendra à la ville de Suez et de là à la 3e armée égyptienne. C'est le plus important accord israélo-arabe depuis l'acceptation du cessez-le-feu il y a exactement 3 semaines. Ainsi donc, l'ultimatum de Mme Golda Meir, qui annonçait hier soir à la Knesset que plus un gramme de nourriture ne franchirait le canal tant que les prisonniers ne seraient pas libérés, a été entendu. L'accord a été réalisé cet après-midi au kilomètre 101 de la route Suez-Le-Caire, où 48 heures après la signature du plan Kissinger, se sont à nouveau rencontrés les généraux égyptiens et israéliens. Les prisonniers seront échangés par avion, et en priorité les blessés. À la demande de la Croix-Rouge internationale qui s'occupera du rapatriement, une compagnie d'aviation suisse a accepté d'établir un pont aérien entre les aéroports du Caire et de Tel Aviv. Premier vol demain à 8 h, heure de Paris. Combien de prisonniers au total? D'après la Croix-Rouge, Israël détient 8546 prisonniers arabes, en grande majorité des Égyptiens. Côté arabe, on ne sait pas au juste, sans doute 400 Israéliens en Égypte. Le nouvel accord signé au kilomètre 101 règle donc la plupart des 6 points du plan Kissinger, des préalables indispensables à l'ouverture de la conférence de la paix, dont on dit qu'elle pourrait s'ouvrir non plus à Genève mais à Brassov, en Roumanie. La Roumanie, qui est le seul pays du pacte de Varsovie à avoir maintenu des relations diplomatiques avec Israël après la guerre des 6 jours. Une ombre au tableau, cependant, la question du retrait des forces aux lignes du 22 octobre. Sur ce point, Israël reste inflexible. Les lignes du premier cessez-le-feu sont imaginaires, a dit Mme Golda Meir. Paris. Poursuivant sa tournée des capitales européennes pour expliquer la politique des États-Unis au Proche-Orient, le sous-secrétaire d'État américain M. Joseph Sisko, que l'on voit ici lors de son escale à Rome, a été reçu à 19 h au Quai d'Orsay par le ministre français des Affaires étrangères, M. Michel Jobert. Washington. Les États-Unis reconnaissent qu'il n'y a qu'une Chine et que Formose en fait partie. C'est le point essentiel du communiqué sino-américain publié à Washington aujourd'hui à la suite du séjour du secrétaire d'État américain M. Henry Kissinger à Pékin et de sa rencontre avec le président Mao. Tokyo. L'infatigable M. Kissinger est arrivé aujourd'hui dans la capitale japonaise pour expliquer au gouvernement nippon le résultat de ses entretiens à Pékin. Autres sujets abordés, les effets de l'embargo pétrolier arabe sur le Japon et le rôle de ce dernier pays dans le projet de la nouvelle charte atlantique. L'Assemblée nationale a donc adopté en fin de matinée aujourd'hui, par 274 voix contre 181, le budget de l'éducation nationale. C'est un budget important puisqu'il représente à lui seul 18,5% de l'ensemble du budget national. Il prévoit notamment la création en 1974 de 22 000 emplois nouveaux dans l'enseignement et la gratuité des manuels scolaires pour les classes de 6e, et cela à partir de la prochaine rentrée.
Aussitôt après le déjeuner, les députés ont commencé l'étude d'un autre budget, lui aussi important, puisqu'il comprend l'équipement, le logement et le tourisme. Je vous propose de voir maintenant une enquête qui vous permettra d'avoir une idée un peu plus précise des aspects essentiels de ce budget de l'équipement. Avec 15 milliards, le budget du ministère de l'Équipement est le plus important en ce qui concerne les investissements civils. Il représente près de 7% du budget total de la nation et la progression des dépenses par rapport à l'an dernier est voisine de 12%. Ce budget va favoriser les opérations d'urbanisme, notamment la création d'espaces verts dans les villes, la restauration de quartiers ou d'immeubles anciens. Mais c'est surtout aux réserves foncières et au développement des villes moyennes que les investissements les plus importants vont être consacrés. Nous sommes comme des gens mal éclairés qui foncent dans la nuit. Nous allons, nous, pays surindustrialisés, vers la catastrophe, vers une vie dont l'univers sera bétonné, embouteillé. Un monde où des villes gigantesques, inhumaines, tentaculaires, nous garderont prisonniers. Si l'on y prend garde aujourd'hui, dans 25 ans, il y aura un vaste faubourg entre Lille et Bruxelles, des cubes et encore des cubes entre Lyon et Saint-Étienne. Que dire de Paris? Quant à la campagne, elle sera devenue un véritable désert où quelques robots cultiveront le sol. C'est pour tenter d'éviter tout cela que le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Équipement a donné la priorité dans son budget au développement des villes moyennes où il fait bon vivre parce que tout y est à l'échelle humaine. Angoulême a été le terrain d'une première expérience. Demain, d'autres villes prendront le relais. Pour l'homme de la grande ville, la soif de verdure, la soif de nature est de plus en plus nécessaire, de plus en plus vitale. Les espaces verts, les jardins publics, les lieux de détente ont pourtant tendance à rétrécir comme une peau de chagrin. Mètre par mètre, la pierre, la brique et le ciment gagnent du terrain sur la chlorophylle. Le budget 74 prévoit 381 millions de francs d'investissement pour faire des réserves de terrain, des réserves de détente et d'air pur. Mais, au-delà de toutes les mesures prises par les pouvoirs publics, il serait temps, grand temps, que chacun d'entre nous prenne conscience du danger. Les immeubles laissent rarement passer les rayons du soleil, comme les arbres dans les bois et les jardins publics. Il aura donc fallu 2 ans au service français de contre-espionnage pour découvrir le poteau rose. Le poteau rose, vous le connaissez, il est de taille. Ce sont ces 42 micros découverts dans les murs de l'ambassade de France à Varsovie il y a quelques jours. Les services français n'ont bien sûr pas dit comment ils avaient été amenés à découvrir ces micros, mais on peut penser que des fuites un peu trop précises leur avaient mis la puce à l'oreille. 42 micros espions, il faut bien le dire, c'est un record jamais égalé dans l'histoire de l'espionnage diplomatique. On sait maintenant, en plus, que ces micros étaient des micros à fil et non pas des micros munis d'un système d'émission. C'est dire qu'ils avaient été installés dans les murs de l'ambassade, tout simplement au moment de la construction de l'ambassade en 71, il y a 2 ans. Pour détecter la présence d'un éventuel micro-émetteur dans une pièce, eh bien, on se sert d'un matériel très simple, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ceci, c'est en quelque sorte un poste de radio qui permet d'explorer une gamme de fréquences tout de même très étendue. On sort l'antenne. On met un écouteur, un peu comme un docteur, et à l'aide de ce bouton, eh bien, on recherche une station de radio pirate, si j'ose dire. Et lorsque l'aiguille qui est ici dévie, ou bien que dans les oreilles on entend un sifflement, eh bien, c'est que l'on a accroché, si j'ose dire, un émetteur. Il suffit alors de faire de la radiogonométrie, c'est-à-dire d'orienter l'antenne en direction d'éventuels émetteurs, et surtout, disons, perpendiculaire à cet émetteur, c'est l'ABC de la technique. Et par exemple, ici, eh bien, c'est ce téléphone qui est en quelque sorte piégé. Et en effet, nous avons placé à l'intérieur, c'est-à-dire cette petite boîte noire, un micro-émetteur, avec ici, tout autour, son antenne. En fait, ce micro-émetteur, eh bien, il est très volumineux, très important, car, vous en doutez bien, la technologie a évolué depuis. On va vous faire un raccourci, si vous voulez. Voilà. Ceci, c'était
en 1948. En 1948, on utilisait les lampes. Puis, 10 ans après, ce fut la plaquette, le circuit imprimé. 10 ans après, c'est-à-dire en 1970, c'était le micromodule. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, voilà, le fin du fin de la technologie, c'est ceci. Sur cette pastille se trouve un poste de radio complet. Et sur une pastille comme celle-ci, eh bien, on trouve 6000 transistors. Qu'allez-vous faire? Mais je continue, j'essaye de faire quelque chose. Je continue. Par ces simples mots, le président René Gallian marquait ainsi sa volonté de suivre la ligne de conduite qu'il s'est tracée. Or, depuis lundi, la situation au sein même du comité directeur de l'Olympique de Marseille a peu évolué. Après cette période de déclaration, c'est ce soir le statu quo, ce qui ne veut pas dire le calme qui précède la tempête. Car ne l'oublions pas, le problème de la direction même de l'équipe professionnelle n'est pas résolu, malgré ce que nous disait Fernando Riera. Pardon, je m'excuse, c'est pour le moment, c'est toujours, il n'a pas changé, c'est lui l'entraîneur du club de l'Olympique. Or, cet après-midi, un accord Gallian-Riera est intervenu, accord qui ne pourra être entériné qu'après consultation du comité directeur. Mais Joseph Bonnel, dans tout cela, que va-t-il devenir? Et pourquoi Stepan Kovacs, si tout va mal, a-t-il sélectionné Zvunka, Brassic, Eruzeret et Trésor? Les premiers contacts, Fernand Méric, membre du comité, ont été établis cet après-midi. Mais il y a également l'accord de principe Méric-Nigolescu. Alors M. Méric n'est plus l'indésirable qu'il croyait être au sein de l'Olympique de Marseille. Dieu sait si on me tient à l'écart de l'OM, je dois avoir le choléra, moi et mes amis. Comment voulez-vous que je sache ce qui ne va pas? Les dirigeants eux-mêmes ne le savent pas. Il faut bien avouer que rien n'est très clair ce soir encore. La réunion extraordinaire du comité directeur qui doit se tenir ce soir nous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair, demain seulement. 6 grandes vedettes du jazz américain sont en ce moment à Paris. C'est un événement assez rare, car les vedettes en question quittent assez rarement les États-Unis, et singulièrement Newport, qui est en quelque sorte la capitale du jazz. C'est le Palais des Sports de Paris qui accueille pour 3 soirées seulement des noms prestigieux, comme Miles Davis, Duke Ellington et Sarah Vaughan. C'est d'ailleurs Sarah Vaughan qui a ouvert ce festival hier soir au Palais des Sports. Écoutons-la. Oh, tonight, see my love tonight, and for where you are today, the minutes seem like hours, the hours go so slowly, and still the sky is light. Oh, moon, grow bright, make this endless day endless night. Un court aperçu, hélas trop court, de musique et de chansons de grande qualité. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Merci de votre attention. Au nom de toute l'équipe de 24 heures sur la Une, bonne soirée, au revoir.